Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Bienton, journaliste web camerounais. Bienvenue à la chronique de MBT. Mesdames et messieurs. Vous l'avez sans doute deviné, il sera question au cours de cette énième édition de la chronique de MBT de la chute imminente ou probable de Ferdinand Ngongo, le tout-puissant secrétaire général à la présidence de la République du Cameroun. Ferdinand Ngongo a été nommé secrétaire général à la présidence le 9 décembre 2011. Cela fait donc 11 ans que Ferdinand Ngongo occupe ce poste stratégique au sommet de l'État du Cameroun. Alors, comme vous le savez déjà, mesdames et messieurs, Ferdinand Ngongo a été convoqué par les officiers de police judiciaire du tribunal criminel spécial, un tribunal qui est en charge de connaître des infractions économiques, c'est-à-dire du crime, du détournement de deniers publics lorsque le montant est équivalent ou supérieur à 50 millions de francs CFA. Ngongo a été auditionné par les fins limiers du tribunal criminel spécial qui lui reproche un détournement de nombreux milliards dans le cadre de la lutte contre le Covid, parce que vous savez que des partenaires extérieurs du Cameroun, notamment la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, avaient mis à la disposition du Cameroun une somme d'argent, des centaines de milliards, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Il se trouve que lors de la répartition de cette cagnotte entre différents départements ministériels et autres institutions de l'État, Ferdinand Ngongo s'en est mis plein les poches. Et l'on se souvient également que les marchés qui ont été octroyés dans le cadre de ce programme de lutte contre le coronavirus, c'est Ferdinand Ngongo, en tant que secrétaire général à la présidence de la République, qui apposait son visa, qui autorisait tous les décaissements d'argent et tous les marchés qui étaient passés dans le cadre du financement de la lutte contre le coronavirus. C'est donc la raison pour laquelle la justice camerounaise, entre guillemets, parce que moi j'ai toujours estimé que au sein de la dictature de Paul Biya, au Cameroun de Paul Biya, il n'existe de justice que celle qui soit au service du souverain pontife de la République du Cameroun, Paul Barthélemy Biya Bimvondo. La justice dans ce pays dont je suis originaire n'est pas rendue au nom du peuple camerounais, comme le stipule la loi fondamentale de la République du Cameroun, comme le stipule la Constitution
de la République du Cameroun. La justice est un instrument entre les mains d'un groupuscule d'individus qui a fait main basse sur l'appareil de l'État et qui continue à faire main basse sur cet appareil-là pour régner ad vitam aeternam au sommet de l'État, pour éliminer des rivaux politiques qui leur obstruent le chemin qu'ils ont emprunté dans la conservation, dans le processus de conservation et même de confiscation du pouvoir. La justice au Cameroun, comme vous le savez, chers téléspectateurs, est entre les mains de véritables commerçants qui la vendent au plus offrant contre de l'argent. Voilà pourquoi j'estime qu'il n'existe pas de justice au Cameroun. Ce qui se passe avec l'affaire Ferdinand Ngongo, son audition au tribunal criminel spécial, cette procédure judiciaire engagée contre Ferdinand Ngongo s'inscrit dans le droit fil des batailles de succession au sommet de l'État du Cameroun. C'est ainsi que le commun des Camerounais devrait comprendre cela. Mais avant d'en arriver là, j'aimerais constater avec étonnement que certaines personnalités, proches collaborateurs de Paul Biya, ne savent pas tirer les leçons du passé. L'actuel secrétaire général à la présidence, Ferdinand Ngongo, sait très bien que ses lointains prédécesseurs, qu'il s'appelle Titus Edzoa, qu'il s'appelle Marafa Amidou Yaya, qu'il s'appelle Atamname Barajan Marie, ont croupi ou croupissent en ce moment en prison seulement parce qu'ils ont été soupçonnés de lorgner le fauteuil présidentiel. Mais, chose curieuse, est que quand Ferdinand Ngongo a été nommé secrétaire général à la présidence et que, en perspective de la succession de Paul Biya, qui a commencé, dont l'horizon a commencé à poindre à l'orée de l'année 2018, il a commencé à manifester ses ambitions d'être président de la République. Parce qu'il se disait que non, comme Paul Biya a déjà un certain âge, il ne jouit plus de ses pleines facultés physiques, intellectuelles, mentales, tout ce que vous voulez. Eh bien, je peux faire ce que je veux, je peux positionner mes pions là où ça me chante, je peux positionner mes pions dans le gouvernement, je peux m'allier avec des Israéliens qui pourront me soutenir dans la conquête du pouvoir, etc., etc. Ce qu'il a oublié, c'est que Paul Biya ne gère pas le Cameroun de manière souveraine. Paul Biya obéit aux instructions qui lui viennent de Paris, qui lui viennent de la France. Paul Biya obéit aux instructions qui lui viennent de la France. D'abord, j'aimerais attirer votre attention sur une chose. Depuis au moins 2010, Paul Biya, sur instruction de ses maîtres français, a pour ambition de se faire remplacer par son fils Franck Biya. Je dis bien depuis au moins 2010. Je vous avais dit ici dans une de mes chroniques que lors de la campagne pour la présidentielle de 2011, je crois que c'était à Kribi. C'est-à-dire que c'était la cérémonie de la pose de la première pierre du port en eau profonde de Kribi. Il y a eu une cérémonie
sur fond de campagne électorale. Et Franck Biya était présent à cette cérémonie. Et au cours de cette cérémonie, certaines personnes qui s'y trouvaient lui donnaient déjà du monsieur le président. C'était déjà des signes prémonitoires. Parce que personne n'a remarqué cela. Mais c'était des signes qui ne trompent pas. Ça veut dire que c'est depuis au moins le début des années 2010 que Paul Biya envisage de se faire remplacer par son fils. Lorsque Paul Biya, c'était au mois de juillet 2019, c'est-à-dire un peu plus récemment, Paul Biya a reçu l'ancien ambassadeur de France au Cameroun, Gilles Thibault, celui qui était là avant l'actuel Guillaume. C'est-à-dire que la dernière audience, l'audience de fin de mission là, au cours de cette audience au Palais de l'Unité, Paul Biya a confié à Gilles Thibault qu'il voudrait que ce soit Franck Biya qui le remplace à la tête de l'État. Donc, au sein de ce que j'appelle souvent le club Essingan, c'est-à-dire que le lobby pouvoiriste et Kambeti Bounoula qui contrôle l'essentiel de l'appareil de l'État, au sein de ce club Essingan, tout le monde sait que c'est Franck Biya qui prendra la place de son père. Or, l'obstacle majeur dans tout cela, et je ne sais pas si Ngongo le savait, l'obstacle majeur dans ce chemin qui a été tracé pour Franck Biya en perspective de la succession de son père, c'était Ngongo. Il fallait le neutraliser par tous les moyens. Et ne pensez pas que c'est Paul Biya qui devait le neutraliser. Non! Ce sont les services secrets français qui devaient neutraliser Ngongo. Et remarquez que c'est juste après le départ de Macron du Cameroun, c'est-à-dire que après la visite du président français au Cameroun, du 25 au 27 juillet, que la machine judiciaire se déploie pour écraser, pour broyer Ferdinand Ngongo. Il y a là un lien de cause à effet qu'il ne faut pas négliger. Ça veut dire que Paul Biya, tout comme Chantal Biya d'ailleurs, qui est d'origine française, c'est-à-dire qui est française de par les origines de son papa, Vigourou, sont sous pression de la France. C'est la France qui cherche à obtenir la tête de Ferdinand Ngongo. Vous savez pourquoi? Parce que Ngongo avait tendance à se rapprocher des Israéliens. N'oubliez pas que Ferdinand Ngongo a confié la sécurité du port autonome de Douala aux Israéliens. C'est-à-dire, Ngongo a pris le risque de mettre en conflit les services de contre-espionnage, le service de contre-espionnage français, la DGSE et le Mossad, les services secrets israéliens. Parce que le fait de confier le port aux Israéliens, puisque le port c'est une propriété, le port de Douala, c'est une propriété française, monsieur. C'est une propriété française. Ce sont les Français qui ont construit le port là. Ce n'est pas une propriété du Cameroun. C'est depuis au moins les années 40 que ce port-là existe. Et ce port avait été construit par les Français pour exporter l'aluminium qui était produit pas très loin de là, à Edea. Quand vous entendez Alouka, machin, là, ce sont des sociétés, ce sont des propriétés françaises. Alors, pour évacuer, c'est-à-dire que pour acheminer, pour faire acheminer de l'aluminium, des produits de l'aluminium vers la France, ils ont donc construit le port de Douala que vous voyez aujourd'hui. C'est une propriété française. Alors, le fait pour Ngongo
de nommer ses amis israéliens au port autonome de Douala, de leur confier la sécurité du port, c'est mettre en porte-à-faux les services israéliens, les services secrets israéliens avec leurs homologues français. C'est de ça qu'il s'agit. C'est mettre en porte-à-faux Paul Biya avec ses maîtres français. Parce que la France a dû taper les doigts à Paul Biya que, écoute, attention, nous ne pouvons pas accepter cela dans la durée. Il faut que tu mettes fin à ce qui se passe au port de Douala là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Et je vous avais également dit ici que les chances pour Ngongo de succéder à Biya sont très minces. Parce qu'il ne contrôle presque rien. Puisque les Essingans ont tout, donc je veux parler du clan Boulou au sein de Essinga. Le clan Boulou a pratiquement tout. La sécurité intérieure, c'est eux. La police, la gendarmerie, l'armée, les services secrets, la DGRE là, c'est eux. La garde présidentielle, c'est eux. L'argent même, c'est-à-dire que quand vous entendez parler de lui, Paul Moutazi, ce sont eux qui contrôlent tout l'argent du pays. Toutes les sociétés publiques et parapubliques là, c'est-à-dire que les sociétés stratégiques là, qui brassent beaucoup d'argent, qui sont ceux qui dirigent ces sociétés là? Ce sont les petits boulous, femmes, machin là, les Essingans là. Donc Essingan contrôle l'essentiel de l'appareil de l'État au Cameroun. Les seules choses sur lesquelles Ngongo avait de l'emprise, les seuls secteurs sur lesquels Ngongo avait de l'emprise, c'était le BIR. C'était certains membres du gouvernement actuel qu'il a réussi à positionner. C'est la gendarmerie. Un point, un trait. Et c'est la sécurité militaire ou le bandit, la crapule là, que dirige la crapule Banqui Émile. Parce que Banqui Émile, c'est son bon petit. C'est tout. En dehors de tout ça, Ngongo contrôle quoi? Il contrôle quoi? Voilà pourquoi il a engagé une bataille il y a quelques mois avec Aivo Desancio, le général, qui commande la sécurité présidentielle. Donc il disait qu'il voulait avoir tous les codes de sécurité. Tous les codes de la sécurité du président Biya. Aivo lui a dit que, mais attends, tu rigoles ou quoi? Il a cherché même à avoir le contrôle sur la DGR. Là-bas, il s'est heurté à celui qui est le directeur de la DGRE, Koueko Maxime. Et tout récemment, un journal français appelé Africa Intelligence, très introduit dans les milieux de la France-Afrique, a publié un article selon lequel le clan Frank Biya et le clan Ngongo a réussi à trouver un consensus par rapport à la succession des Biya. Et voilà donc les résultats de ce consensus. Donc Ngongo a fini par accepter que ce soit Frank Biya qui succède à son père. Parce que c'est lui, il avait des prétentions. Ngongo avait des prétentions de succéder à Biya, de prendre le pouvoir après Biya. Il avait ces ambitions-là. Je suis sûr que ce sont les services secrets français, le gouvernement français, les autorités, c'est-à-dire que les dirigeants français là, qui ont dû mettre la pression sur Biya pour dire que celui-là, pardon, débarrasse-toi de lui très vite. Parce que contrairement à ce que beaucoup de gens, n'écoutez pas tout ce qui se dit sur Afrique Média, tout ce qui est dit par certains sardinards là, qui présentent Biya comme étant un panafricaniste qui s'est affranchi de la tutelle de la France. Paul Biya, tous les actes qu'il pose, il consulte d'abord ses maîtres français. Quand ses maîtres français disent va à gauche, il va à gauche.
Quand ces maîtres français disent « va à droite », il va à droite. C'est comme ça. Le Cameroun même, c'est une propriété française. Au Cameroun, c'est une propriété française. Voilà pourquoi moi, j'ai toujours dit que pour que le Cameroun soit un havre de paix, de prospérité, où tous les Camerounais mangent à leur faim, bref, où tous les Camerounais sont épanouis. C'est-à-dire que pour un Cameroun meilleur, il faut poursuivre le combat que les Oumniobé, les Moumiers et autres ont laissé. C'est-à-dire l'insurrection populaire. L'insurrection populaire. Il n'y a pas d'autre solution. Tant que nous continuons à croire aux élections, puisque la fraude électorale au Cameroun existe, ça n'a pas commencé avec Biya, ça n'a pas commencé avec Ahidjo. Ça a commencé avec les Français, quand les Français étaient encore au Cameroun. Vers la fin des années 50, là. C'est sous eux que ça a commencé, la fraude électorale au Cameroun. Ahidjo, c'est-à-dire que le tout premier président français, pour qu'il soit élu député, il a fallu que les responsables locaux français, les responsables coloniaux, notamment au niveau du nord, là, il a fallu qu'ils procèdent à des magouilles pour que Ahidjo soit propulsé, soit fait député au niveau du nord du Cameroun. Ah oui! Lors des élections législatives de 1957, là, je crois le 23 décembre 1956, pardon, le 23 décembre 1956, élection législative qui faisait suite au vote de la loi Gaston Defferre, je crois que c'était en juin 1956. Il y a eu des fraudes massives aux élections. Parce que depuis lors, depuis que cette loi Gaston Defferre a été votée, tous les dirigeants camerounais, c'est-à-dire que tous ceux qui sont appelés à gouverner, à diriger le Cameroun, doivent être cooptés par la France. Tous. Que ce soit André Maringida, il a été coopté par la France. Ahidjo a été coopté par la France. Paul Biya a été coopté par la France. Et celui qui viendra, en l'occurrence Franck Biya, sera le choix de la France. Puisque des informations concordantes font état de ce qu'avant l'arrivée, avant la visite d'Emmanuel Macron, la récente visite d'Emmanuel Macron au Cameroun, Franck Biya allait le rencontrer à l'Élysée, au palais de l'Élysée en France. Donc, il est fort possible que Franck Biya ait déjà reçu la bénédiction de la France pour succéder à son père. Et ce qui arrive à Ferdinand Ngongo en ce moment n'est que la résultante de tout ce que je viens de dire là. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Les Français ne pouvaient pas accepter que Ngongo... Non, ne pouvaient pas. Puisque Ngongo est considéré par certains bulletins de renseignement, que ce soit en France, que ce soit au Cameroun même, comme étant le préféré des Américains. Donc les Français ne pouvaient pas accepter. Ils ne pouvaient pas. Les Français ne pouvaient pas l'accepter. Et les ennuis judiciaires que connaît en ce moment Ngongo Ferdinand participent d'une volonté de l'écarter du jeu politique. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit et c'est ce que les Camerounais doivent retenir. C'est ce que les Camerounais doivent retenir. Puisque même ses lointains prédécesseurs, Edzoa, est allé en prison parce qu'il s'est porté candidat à la présidentielle de 97. Marafa a été jeté en prison parce qu'il ne cachait plus ses ambitions présidentielles.
pareil pour Atanome Barabon. Lui, on le soupçonne. On le soupçonnait d'être le favori de Biya parce que Biya lui avait dit qu'il sera celui qui va lui succéder. Voilà pourquoi Essingang s'est mis en branle pour l'écraser, pour le broyer. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, chers téléspectateurs, c'est donc ce que j'avais à partager avec vous à travers cette édition de la chronique de MBT. J'espère que vous avez aimé et apprécié. Si vous avez aimé, partagez avec votre voisin. Merci surtout de acheter un badge super sticker ou alors super chat au bas de cette vidéo. Vous verrez un symbole là, vous cliquez dessus et puis vous achetez un badge et ainsi vous contribuerez financièrement au bon fonctionnement de cette chaîne YouTube, de votre chaîne YouTube préférée. Merci d'avoir été nombreux à écouter cette chronique.